suis très heureux d'être avec vous ce matin à l'occasion de cet échange qui porte sur la Convention de Malabo après son entrée en vigueur qui est intervenue cette année. Je voudrais d'abord avoir un mot de remerciement à l'endroit de la CDP pour nous avoir associés à cette importante manifestation. Et je voudrais également dire au LASPAD et à travers vous, au professeur Mampendaba, que nous sommes également ravis d'être là et que nous la remercions pour son invitation à l'occasion de cette manifestation. La Convention de Malabo est une convention qui a été adoptée par l'Union africaine depuis 2014, mais qui est entrée en vigueur en juin 2023, précisément le 8 juin 2023, après la 15e ratification qui est intervenue, qui est celle de la Mauritanie. Une convention d'une très grande importance et qui suscite de nombreuses interrogations pour toutes les personnes qui s'intéressent au numérique, qui s'intéressent au droit du numérique, qui s'intéressent aux questions qui sont liées à l'économie numérique, aux questions qui sont liées à la protection des données à caractère personnel, aux questions qui sont liées à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité. C'est donc une convention qui est importante et j'ai un certain nombre d'interrogations autour desquelles nous allons discuter aujourd'hui. La première des interrogations, c'est, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on parle de la Convention de Malabo, de quoi s'agit-il? De quoi on parle lorsqu'on parle de la Convention de Malabo? C'est également de savoir quelle est l'importance de cette convention. Quelle importance cette convention a eue au moment où elle a été adoptée? Quelle importance la convention a aujourd'hui qu'elle est en vigueur? Quelle est son importance aujourd'hui? Comment est-ce qu'il serait possible d'accompagner cette convention pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs? Maintenant qu'elle est en vigueur, comment la mettre en œuvre? Comment accompagner sa mise en œuvre? Et puis, la thématique d'aujourd'hui, Convention de Malabo, l'impérieuse actualisation, n'est-il pas surprenant que sitôt entrée en vigueur, l'on évoque déjà une impérieuse actualisation? Pourquoi est-ce qu'une actualisation serait déjà nécessaire? Et si elle est nécessaire, quelles sont alors les différentes pistes? De quelle manière est-ce qu'on pourrait réussir cette actualisation? Et pour évoquer toutes ces questions, je voudrais d'abord laisser la parole au professeur Abdoulaye Cissé pour nous faire part de ses réflexions sur ces différentes interrogations et sur d'autres sur lesquelles il souhaiterait également intervenir. Merci beaucoup, cher ami. Je voudrais d'abord remercier le professeur Mamoudou Niane et à travers lui la présidente de la Commission des données personnelles du Sénégal et me réjouir de leur invitation ici au siège de la CDP et exprimer également mes remerciements à Madame le professeur Mampendaba. J'aurais bien aimé vous revoir, vous rencontrer à nouveau et peut-être ce sera une autre fois. Mais je vous exprime vraiment mes hommages, mes encouragements. Je suis de loin tout ce que vous faites de beau pour promouvoir la recherche scientifique et interdisciplinaire à partir de l'Université Gaston Berger. Tous mes voeux de meilleure santé vous accompagnent. Cela étant, je suis très heureux de me retrouver à côté de mes amis, Mamoudou et Boubacar, pour les années qu'on a partagées ensemble. On a cheminé ensemble depuis, je ne sais même pas, si je dis le nombre d'années, on va croire que je suis très vieux aujourd'hui. Et pourtant, on a dépassé un quart de siècle ensemble.
avec une constance dans l'amitié et l'estime mutuelle. Et donc, vous comprenez toujours la joie que j'ai à rendre, comment dirais-je, possible ce genre de rencontre et à répondre à leur invitation. C'est un samedi, oui, mais eux, ils savent qu'ils peuvent me déplacer un samedi, un dimanche, un jour férié, et c'est toujours avec le même plaisir. Lorsque j'évoque la Convention de Malabo, pour peut-être ceux qui nous suivent et ne le savent pas, la Convention de Malabo, Madame le professeur, chers collègues, chers auditeurs, l'origine la plus lointaine de la Convention de Malabo, c'est l'UFR de sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce n'est pas trop dire que de le mentionner. Je vais vous dire quelques éléments pour l'histoire de la genèse de la Convention dite de Malabo. Moi, c'est en 1997 que j'ai commencé à m'intéresser au numérique, de façon très fortuite. 97, pourquoi? Parce qu'en 96, l'Union africaine, la Communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique, venait d'adopter ce qu'on appelait l'initiative africaine sur la société de l'information, AISI. Et en 97, une rencontre s'est tenue à Addis Abeba sur la société de l'information. J'étais invité et durant le vol, j'avais amené beaucoup de documents avec moi parce que je ne comprenais pas ce que c'était la société de l'information. Et donc, je lisais partout, pas seulement dans le numérique, mais dans la société, la sociologie, l'anthropologie, pour cerner la signification même de société de l'information. Je me suis enrichi de la démarche qu'on avait avec, je pense c'est Calais Aulois, en société de consommation, avec droit de la consommation. Et quand je suis arrivé à Addis et qu'il y a eu les débats qui étaient très riches, j'ai compris, j'ai participé et je suis rentré à Saint-Louis. J'ai réuni mes amis à l'époque et je leur ai dit, vous savez, le monde est en train de prendre un tournant extraordinaire. Moi, en ce qui me concerne, dorénavant, je ne travaillerai que dans le droit du numérique. Parce que sinon, nous serons tous envoyés à la retraite anticipée. Parce qu'on aura raté le coche. Et j'ai commencé à donner des sujets de mémoire. Tous les sujets étaient orientés prospective, vers ceci, vers cela, tout dans le numérique. Il n'y avait pas encore de preuves électroniques encadrées. La signature électronique, la solidarité numérique. Beaucoup de thèmes étaient là et on commençait la réflexion. On avait notre laboratoire qui s'appelait Africa Juris, laboratoire sur les réformes juridiques et institutionnelles en Afrique. J'ai dit, voilà le cadre qui va abriter notre réflexion. Et à l'époque, un de mes souvenirs, c'était de leur dire, vous savez, on n'a pas besoin d'être dans un gouvernement ou dans un parlement pour faire changer les lois. À partir d'un leadership scientifique solide, on peut transformer l'environnement en suscitant une réflexion sur les lois et amener les décideurs à les adopter. Moi, c'était ça mon défi en tant qu'universitaire. Aujourd'hui, je peux l'assumer, d'être un universitaire engagé. C'est ce qui m'a poussé à faire de la légistique, l'art de mener des réformes, de rédiger des textes juridiques. Et vous allez voir comment cette réflexion-là s'est répercutée dans la Convention de Malabo que nous évoquons aujourd'hui. 99,
notre premier acte de réforme a été la réforme des systèmes de paiement de l'UEMOA. Quand on dit réforme des systèmes de paiement, on n'a pas ajouté électronique. Mais ce n'était que ça. On cherchait à numériser les systèmes de paiement. Cette réforme a duré de 1999 jusqu'en 2002, qui a donné le règlement 15 UEMOA. Et durant cette période, cette mission de la BCEAO nous a galvanisés dans la réflexion sur le droit du numérique en Afrique. On a réglé une réforme et en l'an 2000, on a structuré le projet. Et je disais aux collègues, j'ai 3 axes prioritaires sur le numérique. Il faut qu'on règle la question économique. Comment développer l'économie numérique? 2, il ne faut jamais oublier la dimension dignité humaine, la place des droits de l'homme dans la société de l'information. Et 3e axe, la protection de notre système de valeurs. Vous savez, l'outil de protection du système de valeurs dans un pays, c'est l'instrument pénal qui permet de le réaliser. C'est ce qu'on appelle le droit pénal. Donc vous voyez, on avait pour l'économie les transactions électroniques, pour la dignité, la protection des données à caractère personnel, et pour la protection du système de valeurs, cybersécurité et cybercriminalité. C'était les 3 thèmes de notre recherche sur le droit du numérique. Et on s'est dit, ceux qui sont habitués à notre façon de faire à Saint-Louis, qui avait même été baptisée l'école de Saint-Louis à un moment, où l'on avait l'habitude d'articuler les niveaux juridiques, le niveau national, articulé au niveau communautaire, articulé au niveau international. On travaillait toujours dans cette dynamique-là. On se disait à l'époque, on va s'attaquer au système sénégalais. Et quand on va réussir à poser le cadre juridique du Sénégal, on s'attaque à la CEDEAO. Et après la CEDEAO, on va aller au niveau de l'Union africaine. C'est ce qui s'est passé. Quand on s'est retrouvé à Genève en train de présenter cette approche-là au sommet mondial de la société de l'information, la première phase de Genève, c'est là où, pour la première fois, j'ai discuté avec le professeur Tidiane Seck, qui était devenu le directeur général de l'ADIE à l'époque. Le modérateur, qui était un expert européen, leur a dit, mais vous avez un expert chez vous qui est plus en avance que nous en Europe. Et je pense que vous saurez en tirer profit. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés, Tidiane Seck et moi, en train de parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Sénégal. Parce qu'on ne discutait pas avant de cela. C'est ce qui a donné naissance au projet de réforme par Africa Juris, qui a gagné le marché au Sénégal et qui a conduit la réforme, qui ont donné les textes de la CDP, les lois de 2008 sur la société de l'information. Et quand on a réussi ce premier coup, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique m'a sollicité pour élaborer les textes de la CEDEAO, pour en faire un pilote qui pourrait être généralisé à l'échelle du continent. On l'a fait, ça a donné l'acte additionnel sur les transactions électroniques, l'acte additionnel sur la protection des données et la directive sur la cybercriminalité. Et à l'époque, je le rappelle bien, la CEDEAO considérait qu'elle n'était pas prête pour adopter la partie sur la cybersécurité. Et donc, on s'est retrouvé avec la directive amputée, qui est devenue une directive sur la cybercriminalité. Je m'en suis voulu parce que le jour où on devait faire cette discussion à Dakar, j'étais à l'étranger dans un colloque. Et je n'ai pas assisté pour défendre le point de vue.
Je vais vous dire pourquoi je fais mention de cela. J'y reviendrai tout à l'heure. Quelques années après, ce projet a vu le jour entre 2008-2010. Ils ont été adoptés en 2010. Et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à l'époque, il y avait une direction de la Société de l'information qui était dirigée par une Ghanéenne, Madame Aïda Okupu-Mensah, qui avait un leadership extrêmement fort et qui croyait en ce que nous faisions, en disant, à présent qu'on a réussi la CEDEAO, il faut qu'on s'attaque à l'Union africaine. Signer un mémorandum entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union africaine, avec à l'époque comme coordonnateur le Mauritanien Mokhtar Yedali, qui est l'actuel ministre de l'économie numérique en Mauritanie. Et il y avait aussi Moustapha Diaby de la Guinée, qui était devenu ministre de l'économie numérique sous Alpha Condé. Et c'est avec ce noyau dur qu'on travaillait. Durant cette période, j'ai assisté à toutes les réunions quasiment ministérielles où je devais venir et défendre le projet. Ça s'est passé comme ça jusqu'au bout, jusqu'à l'adoption. Et avant qu'on l'adopte, la dernière réunion, l'ultime réunion de prévalidation par le Conseil des ministres de l'Union africaine, j'étais retenu à l'université. Je disais que je ne peux pas voyager, je suis empêché. Et comme j'avais fait tout mon travail, je me dis que tout devrait bien se passer. Et le premier jour des discussions à la validation à Addis Abeba, ça s'est mal passé. Il y avait beaucoup d'objections à la convention. Et Mokhtar Yedali m'appelle en me disant, Monsieur Cissé, je sais ton agenda, mais là, on n'a pas le choix. On a déjà acheté ton billet. Il faut que tu prennes le prochain vol sur Addis Abeba, la nuit, pour nous rejoindre le lendemain. On a décalé l'examen de l'ordre du jour, mais il faut que tu sois là. C'est ton bébé, c'est à toi de le défendre. Pas le choix. Je me prépare et je vais à l'aéroport la nuit pour prendre un vol de 6 h du matin sur Addis. J'arrive avec le décalage, on me dit voilà, c'était programmé à 10 h, mais on l'a décalé à 14 h pour vous permettre de vous reposer un temps soit peu. Et c'est comme ça qu'on m'a ramené de l'hôtel à la salle. J'étais complètement endormi. Et voilà, il y avait le président de la séance, le conseil juridique principal de l'Union africaine. Et on a ouvert le débat en disant qu'avant, comme les gens n'étaient pas d'accord, on vous donne la parole pour expliquer. Je suis allé à la tribune, j'ai présenté la convention, son esprit, que je vais vous raconter tout à l'heure, le contenu, les enjeux de son adoption. Et le président de la séance dit, le débat est ouvert. La veille, c'était un débat très houleux. Quand j'ai fini la présentation, le débat est ouvert. Personne n'est inscrit. On refait un autre tour de table, d'appel. Personne ne s'inscrit. Il dit, mais ce n'est pas possible. Hier, vous vous posiez beaucoup de questions. Aujourd'hui, personne ne parle. Et il y a un des ambassadeurs qui a dit, on avait des interrogations, mais le consultant nous a apaisés et nous n'avons pas d'objection. C'est comme ça qu'on a franchi la dernière ligne pour aller à Malabo. Malabo, je n'étais pas là-bas parce que je tenais à être au Sénégal. La convention a été adoptée le 27 juin. Et en termes de données personnelles, ceux qui me connaissent savent que c'était la veille de mon anniversaire. Et je disais donc aux amis de l'Union africaine et de la CA, laissez-moi au moins passer mon anniversaire en famille au lieu d'être à Malabo. Et je suis sûr que maintenant que tout est lisse, cette convention sera adoptée sans aucune difficulté. Ça, c'est un témoignage que je fais pour l'histoire, que je n'ai jamais raconté en public. Parce que je n'aime pas, en général, parler de ce que je fais au sujet
des actions qui concernent tout le monde. Au niveau international, on me l'a toujours collé, Malabo, et je me présentais moi comme le coordonnateur de cette convention. Parce que beaucoup de personnes y ont contribué. L'équipe de Saint-Louis, Ouakar, Mamadou Niane, Pape Hassan Touré et d'autres encore. Chacun a sa contribution et se retrouve dans la convention de Malabo. 27 juin 2014, 8 juin 2023, 9 ans. Quand on a adopté la convention, on s'est retrouvé en train de parler de son entrée en vigueur. Et dans une réunion très sympathique à l'Union africaine, il disait on sait votre engagement, on sait que vous voulez que les choses s'accélèrent, mais la moyenne d'adoption, la moyenne pour l'entrée en vigueur des conventions de l'Union africaine est de 10 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, le numérique ne vous attend pas. On est actuellement dans le temps réel. Le temps, c'est maintenant. Le temps du numérique, des technologues, des découvertes n'est pas le temps des gouvernants. Mais il faut que les gouvernants apprennent à hâter le pas. Tu as dit, si vous attendez 10 ans pour adopter cette convention, le jour de son adoption, si elle n'est pas obsolète, elle demandera à être mise à jour immédiatement. Mais n'empêche, il faut y aller. Et à l'époque, il m'avait demandé d'élaborer une stratégie que je pourrais vous partager. Une stratégie de promotion de la Convention de Malabo pour accélérer son entrée en vigueur. Cette stratégie a connu un début d'exécution parce qu'il y a eu une réunion officielle qui s'est tenue à son sujet et par la suite tout s'est arrêté. Qu'est-ce que je proposais entre autres pour accélérer? Je leur disais, faisons une réflexion stratégique très simple. La convention de Malabo est issue d'une mise à jour de la compilation des textes de la CEDEAO avec l'ajout de la cybersécurité qui avait été enlevé. La CEDEAO a déjà adopté ses actes additionnels et sa directive. Et elle comporte 17 États. Et pour entrer en vigueur, on a besoin de 15 signatures. Ça devait être très simple. J'aurais dit, pour une fois, introduisez une dérogation dans vos durées d'entrée en vigueur des conventions de l'UA. Faisons en sorte que la CEDEAO assume son leadership. Ils ont été accompagnés pour arriver à ces actes additionnels dans un délai extrêmement court. Peut-être que les États ont dormi sur leur laurier. Parce qu'ils auraient pu ratifier en bloc la Convention de Malabo et la faire entrer en vigueur. Uniquement avec les États de la CEDEAO. Ça, c'était une piste. Ils se sont réunis une fois et après, tout s'est arrêté. Deuxième piste que j'avais donnée, c'est les États francophones. Il y a 30 États francophones au sein de l'Union africaine. Je dis, mais vous les utilisez, vous avez le double, mais c'est un autre levier parce que tous les États francophones ne sont pas dans la CEDEAO, tous les États CEDEAO ne sont pas dans la francophonie. Troisième levier, c'était l'OHADA. De dire que ça nous intéresse en termes de transactions électroniques. Les États de l'OHADA, membres de l'Union africaine, peuvent ratifier et ça accélère l'entrée en vigueur. Il suffit de leur organiser un séminaire ou un colloque, quelque chose comme ça, les préparer et avoir un timing sur 2 ans pour qu'ils l'adoptent. Voilà ce qui leur avait été proposé. Tous les éléments étaient séquencés. On avait même élaboré un guide de sensibilisation qui détaillait le contenu de la Convention pour aider
à son appropriation. Mais le temps des gouvernants, c'est le temps des gouvernants. Il y a eu des changements au niveau de l'Union africaine, il y a eu des changements au niveau de la CEA. L'équipe qui portait le projet s'est éclatée, plus ou moins, et les successeurs n'avaient pas suffisamment d'énergie pour continuer le travail. Voilà ce qui a donné les retards. On a gagné finalement 1 an. Ça signifie qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais je suis de ceux qui croient que les choses arrivent naturellement au meilleur moment. L'essentiel est qu'aujourd'hui, la Convention est en vigueur. Boubacar disait tout à l'heure, pourquoi on voulait de cette Convention à l'époque? Et c'est encore d'actualité. À Gaston Berger, en 2003, ça fait déjà 20 ans, l'Agence universelle de la francophonie soutenait notre premier master de droit africain du cyberespace. Vous entendez bien, droit africain du cyberespace. Aujourd'hui, c'est dans le paysage. Beaucoup en sont diplômés, ça passe. Ça n'allait pas de soi. Il fallait défendre une perspective africaine et que d'autres nous refusaient à l'époque. Ils nous disaient, mais le numérique, c'est universel. Il n'y a pas besoin de parler de spécificité. On a dit, mais les Américains ont leur droit du cyberespace. Les Européens ont leur droit du cyberespace. Les Asiatiques l'ont. Qu'est-ce qui vous gêne? J'expliquais l'importance de l'initiative africaine pour la société de l'information. Vous savez, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, c'est les Nations Unies pour l'Afrique. Elle était en avance, je dis bien, elle était en avance sur le système universel. N'oubliez pas ceci. Le premier document universel, c'est le SMSI. Le document, la déclaration de principe du Sommet mondial de la société de l'information, 2020. L'initiative africaine pour la société de l'information, AISI, c'est 1996. Le premier document international sur le numérique est africain, avant d'être universel. Donc les gens qui étaient là avaient une longueur d'avance et un leadership de résonance, un leadership de qualité. Donc, on s'était positionné pour dire aux gens, la famille, vous voyez la famille, elle existe partout. Mais la famille africaine n'est pas la famille arabe, n'est pas la famille chinoise, n'est pas la famille britannique. Chaque famille a une perspective qui lui est propre. Cela ne signifie pas que nous allons défendre que nos spécificités. Il y a des choses en tant qu'humains que nous partageons avec toute l'humanité. Mais il y a des choses qui nous sont propres en tant que membres de la communauté humaine. Et c'est ça ce qui justifie droit africain du cyberespace, initiative africaine de la société de l'information. Ceux qui connaissent la prospective savent une règle d'or. Un peuple sans initiative est un peuple sans avenir. Quand vous perdez l'initiative, ça signifie que vous avez perdu votre autonomie, votre souveraineté. Donc Malabo, c'était de dire il faut que l'Afrique porte sa voix à l'échelle du monde. Après qu'on ait réduit sa voix au silence du fait de l'esclavage et de la colonisation. C'est ce que nous suit jusqu'à présent. Notre voix ne compte pas, elle ne pèse pas beaucoup. Vous voyez aujourd'hui tous les combats que mène par exemple le président de la République pour l'accès au G20, pour voir comment accéder au Conseil de sécurité. On ne nous écoute pas. À la suite de la révolution numérique, on s'est dit faites attention. Si l'Afrique ne montre pas son initiative, n'occupe pas sa place, on est encore largué pour plusieurs décennies. D'autant plus
qu'à l'époque, le Conseil de l'Europe, avec sa convention de Budapest, faisait tout pour convaincre les États africains de l'inopportunité d'une convention africaine. Il leur disait, mais venez tout simplement adhérer. On vous permet, avec la convention de Budapest, d'adhérer à cette convention, même si vous n'êtes pas État européen. On en a eu des joutes oratoires à Addis Abeba, à Johannesburg, mais des débats avec les délégués de l'Union européenne qui voulaient, coûte que coûte, nous faire tomber, laisser tomber la convention de Malabo. Les diplomates de l'UA et de la CA étaient convaincus de cette approche qu'on avait proposée. Ils nous soutenaient. Et on venait à plusieurs rencontres de l'Union africaine où la CA était là. Quand j'étais présent, le représentant de la CA, quand on lui donne la parole, il remercie le président, il dit la parole de la CA est portée par le consultant Abdoulaye Cissé. C'est moi qui parle. Quand il y a des questions, on me les redonne. Et qu'est-ce que je disais à l'Union européenne, au Conseil de l'Europe? Je dis, c'est bien beau, nous ne sommes pas contre votre convention. Nous pouvons y adhérer. Mais nous voulons juste qu'on nous reconnaisse comme ce que nous sommes. Vous avez des conventions au niveau de l'Union européenne, hein, qu'on va confondre avec le Conseil de l'Europe. Je dis, vous avez des conventions au niveau de l'Union européenne, comme Schengen. Pourquoi vous ne nous invitez pas à Schengen? Vous nous invitez à la Convention de Budapest sur la lutte contre la cybercriminalité. Vous avez besoin de nos données, mais vous ne voulez pas qu'on vienne chez vous. Il faut que les choses soient très claires. Si nous affirmons notre perspective africaine, c'est la vision africaine du cyberespace qu'on veut apporter au monde. Nous ne regardons pas le numérique de la même façon. On peut être d'accord sur 90%. Et pour rendre hommage à mon maître Delmas Marty, c'est elle qui disait on a juste à gérer une marge d'appréciation nationale ou communautaire, une marge. Et tout se joue sur cette marge. Si on nous dit dans cette salle, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des humains, on nous donne chacun une bouteille d'eau, c'est bien. Ça peut nous convenir. Mais si quelqu'un dit, moi, je veux 2 bouteilles, mais on doit pouvoir tenir compte de la spécificité de son besoin. Quelqu'un peut dire, moi j'ai jeûné, je ne bois pas aujourd'hui. On tient compte de sa spécificité. C'est ça la marge d'appréciation, nationale ou communautaire. Je disais que dans la Convention de Malabo, la plupart des principes sont partagés avec la communauté internationale. Mais il y a une lecture africaine à l'intérieur. Donc, il nous fallait notre convention pour porter l'initiative africaine. Deuxième élément qui militait en faveur de cette convention, vous savez c'est quoi? C'est la souveraineté numérique. C'est la souveraineté numérique qui est en jeu. Et nous, on a été victimes de l'esclavage, de la colonisation. On a accédé à la souveraineté internationale, mais nous savons que nous ne sommes pas véritablement souverains. Et la révolution numérique arrive. Comment on va négocier notre souveraineté numérique? Pour la petite histoire, sous le contrôle de la CDP, peut-être mes statistiques sont anciennes, mais les dernières statistiques que j'avais sur la souveraineté en matière de données, pour l'espace UEMOA, on gardait chez nous 6% des données. Que ça. Si nos données sont conservées ailleurs, on n'a pas de souveraineté sur ces données. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver un jour. En
wolof, vous connaissez la sagesse qui dit que quand Kundobin rey sa maam, soo gisee lu ñuul nga daw. Nous, on a été victimes de la colonisation et de l'esclavage. On a un souvenir traumatisant dont on n'est pas totalement résilient. Et quand on voit des menaces, des risques réels, ça suscite en nous une forme d'effroi, d'émoi, qui nous pousse à revisiter nos textes, nos environnements, pour nous positionner et écarter ces risques. Le risque de cybercolonisation est un risque réel qui menace toute l'Afrique. N'allez pas très loin, regardez l'histoire. Vous connaissez les grands empires? Vous les avez étudiés dans l'histoire, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Tout est parti. Et c'est valable pour tout le monde. Vous voyez la Grèce et la Rome antique. Le pays de Platon et d'Aristote est un pays sous-développé en Europe, la Grèce aujourd'hui. Vous voyez l'Égypte pharaonique? Des ruines. C'est ça la vie. Si l'Afrique ne prend pas les bonnes mesures, les bonnes dispositions pour se positionner dans l'univers du numérique, elle peut complètement s'effacer et disparaître. Quand j'ai exposé ça pour la première fois, la francophonie, c'était à l'époque où elle était dirigée par Michael Jean. Elle m'a dit: je tiens à ce que vous mentionnez le risque de cybercolonisation dans le rapport sur l'état du numérique dans la francophonie. Je l'ai fait 2 fois. Quand j'ai écrit un texte qui était court, 5 lignes, et c'est elle-même qui a fait l'annotation en disant: est-ce qu'on peut aller jusqu'à 20 lignes? Parce que cette question est extrêmement importante et on n'en discute pas dans le monde développé. La Convention de Malabo est une réponse à l'espérance de souveraineté numérique des Africains. Et il fallait qu'on le fasse. Mais pour être souverain dans le domaine du numérique, il faut avoir une force de frappe. Si chaque État va en rang dispersé, diviser pour régner, vous connaissez, on n'a pas de force. Donc il fallait aller en rang comment dirais-je, convergent, adopter une cyberlégislation harmonisée à l'échelle de l'Union africaine. 55 États qui parlent d'une seule voix. On a subi énormément de travers avant que cette convention ne soit adoptée, ce 27 juin-là. Il y avait des stratégies souterraines. Je ne nomme personne. Mais ni ceux qui le faisaient, ni les États. Mais toutes les preuves sont là. On avait des lobbies occidentaux qui allaient voir des délégués africains de toutes les communautés régionales pour les convaincre de ne pas soutenir la Convention. Et je ne suis pas étonné aujourd'hui de voir des États qui encore traînent des pieds parce qu'ils avaient subi cette influence. Je les vois dans la liste des États qui n'ont pas adopté la Convention jusqu'à présent. Et pourtant, ils ont donné des observations. Tout a été pris en compte. On a eu, je ne peux pas vous dire, ça je ne l'ai pas vécu dans l'UEMOA ni dans d'autres domaines, le nombre de fois où on me convoquait en réunion juste pour calmer des esprits, apporter des réponses à des représentants de tel pays ou de tel pays qui sont courtisés par telle ou telle organisation pour ne pas adopter la Convention de Malabo. Tout le monde devait se ruer vers Budapest. Ça, ce sont des réalités qui sont là. Et on se disait, je vous ai parlé de l'initiative, de la souveraineté, de la nécessité d'harmoniser les cyberlégislations. Et le 4e enjeu majeur, c'était de bâtir une coopération
africaine autour du numérique. Avoir une cyberlégislation est une chose, mais le commerce électronique intra-africain, jusqu'à présent, n'est pas développé. Prenez le cas du Sénégal aujourd'hui. Vous voyez tout ce qu'il y a comme livreurs et de personnes qui vendent sur Facebook, sur WhatsApp. C'est comme ça que l'Inde a commencé. Les gens faisaient des transactions qui traversaient toute l'Inde, de haut en bas, avec des calèches, des motos, des pousse-pousse, jusqu'à livrer pour le commerce électronique. Et ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui en Afrique, dès qu'on sort d'un pays. Il y a un potentiel fou, un marché énorme que l'on n'exploite pas actuellement. La ZLECA arrive, mais on aurait pu aussi regarder sur le plan du numérique, du commerce électronique, comment on peut intégrer ces marchés africains, les fédérer, pour que quand vous savez que vous avez un petit produit que vous pouvez vendre au Sénégal, mais que vous pouvez vendre aussi sur toute l'Union africaine, et que ça marche. Ne vous faites pas attraper au piège. Le développement de l'économie numérique, le développement de l'économie se passe sur le continent africain. Ils le savent très bien. On nous dit, vos pays-là ne valent rien, mais tout le monde veut y être. Personne ne veut être en dehors du continent africain. Pourquoi? Parce que les marchés du Nord, aujourd'hui, avec le vieillissement, ne vivent pas. On a besoin d'intelligence humaine. Regardez ce paradoxe. L'Europe va venir nous dire, on n'a pas besoin de vous. Mais ils viennent chaque année offrir des bourses, organiser des concours de talents, provoquer la fuite des cerveaux. Chaque année. Je n'ai pas besoin de vous, mais j'ai besoin de vos cerveaux. Qu'est-ce que ça signifie? Si on suit cela jusqu'à quitter le continent, d'autres viendront l'occuper. Ça, c'est une règle dans l'évolution des sociétés humaines. Donc, coopération africaine, intra-africaine, pour se positionner vis-à-vis du reste du monde. Vous voyez, les Chinois, ils ont compris. Alibaba versus Amazon. Mais comme les Africains ne font pas grand-chose, Alibaba vient à la conquête du continent, comme Amazon est venu à la conquête du continent. Et si les Africains n'utilisent pas leur propre marché, d'autres l'utiliseront. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on voulait de Malabo. C'est ça les enjeux majeurs. Et les États qui l'ont compris l'ont voté. Aujourd'hui, la Convention est en vigueur. Mais c'est juste une entrée en vigueur. On fait entrer un texte en vigueur. Pourquoi faire? Pour l'appliquer, pour la mettre en œuvre. Mettre en œuvre la Convention de Malabo, c'est harmoniser le cadre juridique national. La Convention n'est pas d'application directe comme ça. Il faut l'intégrer dans l'ordre interne. Certains l'ont fait, surtout les États de la CEDEAO, certains des États de la CEDEAO. Mais l'écrasante majorité ne l'a pas fait. Si on prend l'exemple des droits de l'homme, les statistiques nous montrent que la moitié du continent africain n'a pas de législation sur, la protection des données à caractère personnel. Comment on fait? Si on voulait cibler au moins ces trois secteurs, les transactions électroniques, qu'elles soient commerciales, financières, mais transactions, la protection des données à caractère personnel, la promotion de la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité. Vous avez ça, ces blocs. Vous avez un bon socle. C'est un peu ce que j'appelle entre guillemets le service universel du droit du numérique. C'est l'incontournable. Il y a autre chose, hein. On peut aller dans tous les domaines. Nous, on s'était organisé pour que dans la Convention, on pose les grands principes. Et quand vous lisez le préambule, vous vous rendez compte qu'il est toujours actuel. C'est le contenu qui mérite d'être développé, d'être mis à jour. Et vous savez,
à l'époque, surtout pour ceux qui font de la recherche là-dessus, l'intitulé de la Convention de Malabo a été changé à Malabo. Ce n'était pas cet intitulé qu'on avait proposé. Non, on l'a changé à Addis Abeba, à la dernière réunion de validation dont je vous ai parlé. C'est là où on a changé l'intitulé. Vous voulez connaître l'intitulé qu'on avait donné? C'était la Convention de l'Union africaine sur la confiance et la sécurité dans le cyberespace. C'était ça l'intitulé. Je le crois jusqu'à présent aussi. Sur la sécurité et la confiance dans le cyberespace. Je dis que le cyberespace, c'est pour nous tous. Mais que les gens entendent, ça, c'est la Convention de l'Union africaine. Pour la confiance et la sécurité. Il n'y a que ces deux grands principes qui gouvernent le cyberespace. Confiance et sécurité. Et ce n'est pas encore démenti jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, comme les États africains ne sont pas sensibles aux questions de cybersécurité, il faut qu'on le mette dans l'intitulé. Et dans l'intitulé également, on ajoute la dimension droits de l'homme. Et mon objection dans la salle, c'était de dire, mais l'intitulé que vous proposez, si vous le maintenez, on ne saura pas qu'il y a les transactions électroniques. Parce que vous avez pris deux intitulés de chapitres et vous les avez mis comme intitulé principal. Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. La cybercriminalité était aussi un titre, les transactions électroniques étaient un titre. Et c'est là où vous voyez le rôle d'un gouvernant qui n'est pas averti. On dit cela, on donne des arguments. Ils insistent encore. Je me concerte avec l'Union africaine, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. On se dit, laissons-leur au moins ça pour que la Convention soit validée aujourd'hui. Vous voyez. Donc, ces trois chantiers, on a besoin d'une mise en harmonie des législations et des réglementations. Et quand on met en harmonie et qu'entre-temps, il y a eu des nouveautés, mais upgradez vos législations. Il n'est pas interdit en légistique, lorsque vous êtes dans une démarche d'harmonisation, il n'est pas interdit de faire plus. Ce qui est interdit, c'est de faire moins. Vous connaissez le principe général de droit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on peut le faire. C'est ce que le Sénégal a fait. Mise en harmonie des législations et des réglementations, mise en place ou mise à niveau des institutions. Il y a des pays qui n'ont pas ou qui n'avaient pas de commission de données personnelles, qui n'ont pas d'agence sur la sécurité des systèmes d'information, qui n'ont pas de commission de cryptologie, qui n'ont pas. Il fallait une mise en place des institutions. Il fallait continuer le plaidoyer auprès des décideurs. Les gens ne savent pas toujours ce qui se passe dans le monde du numérique et ses enjeux. Vous le vivez avec les données à caractère personnel. Les gens ne comprennent même pas ce qui se passe. Il ne faut pas les fustiger. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas les juger. Il faut les prendre par la main et leur expliquer ce qui se passe. Et là, vous en faites des alliés. Vous avez une autre dimension extrêmement importante. C'est celle qui vous concerne le plus en tant qu'enseignant-chercheur. C'est la formation et la recherche. Ça fait partie de la mise en œuvre de Malabo. Former les gens au droit du numérique. C'était ce qu'il y avait dans le droit africain du cyberespace. Ce qu'il y avait dans même le master, on a enseigné les systèmes de paiement en DA de DA à l'époque. Tout ça, c'était notre contribution. Aujourd'hui, c'est parfois encourageant, agréable à voir. Il n'y a pas un seul pays de l'Union, de la CEDEAO ou de la zone CEMAC où l'on se déplace sans rencontrer quelqu'un qui a fait ce master.
Et ça nous rapproche, ça crée une communauté. Et ça aurait pu être un diplôme. C'était un projet au niveau de l'Union africaine. Ils voulaient que l'on ait un master de droit africain du cyberespace basé exclusivement sur la Convention de Malabo. Enseigner la Convention de Malabo en ligne. Voilà un très beau projet que l'ASPAC pourrait accueillir, abriter, développer. Écrire, comme on l'a fait pour le traité de Rome, sortir un document, un ouvrage collectif qui commente article par article la Convention de Malabo. Vous avez là un très beau projet de recherche et qui ne coûte rien. C'est juste de partager ça entre les différents États et monter un projet qui peut vous donner un texte en 4 langues ou la Convention de Malabo est dans les 4 langues de l'Union africaine. Regardez ça, ce que ça vous offre. Et sur cette base, avoir un cours en ligne dans les 4 langues. Je crois qu'il y a une carte à jouer pour votre laboratoire. Et la troisième, c'est celle que je vais développer au sujet de la mise à jour. Une convention qui entre en vigueur et on parle de sa mise à jour. Ce n'est pas choquant dans le domaine du numérique, c'est même normal. Vous voyez, aujourd'hui, on est tous habitués à acheter un nouvel appareil, ordinateur, smartphone. Première chose, installer la mise à jour avant de commencer à l'utiliser. Ça va de soi. Et ça n'empêche personne de l'acheter. On ne va pas dire « je ne l'achète pas parce que ce n'est pas à jour ». Non, on met à jour chaque jour. C'est ça. La convention de Malabo est adoptée, mais elle a besoin d'une mise à jour. Pourquoi? Parce que la convention de Malabo, je pèse mes mots, la convention de Malabo sur le droit du numérique concerne 2 éléments que vous devez toujours avoir en tête si vous voulez suivre l'actualité. Le numérique, il progresse à partir d'une base révolutionnaire. J'aurais pu dire évolutionnaire. Mais les gens parlent de révolution numérique. Mais c'est de l'évolution. Ça, c'est la première chose à voir. La deuxième chose, c'est que le numérique est porteur d'une civilisation. C'est la civilisation numérique. Révolution et civilisation. Si vous comprenez les enjeux qui sont derrière, vous pouvez toujours être à jour dans le numérique. Révolution. Révolution. Contrairement aux révolutions politiques, sociales, religieuses, et je parle sous le contrôle du professeur Mampendaba, contrairement aux révolutions sociales, politiques, religieuses, qui sont datées et qui s'inscrivent dans la finitude, la révolution numérique est une révolution continue, une révolution disruptive qui avance en capitalisant sur les derniers progrès technologiques pour évoluer de façon exponentielle. Une révolution pareille vous impose une mise à jour constante. Il faut être en état de veille permanente pour s'ajuster à chaque instant. On est au temps réel. Tout se passe ici et maintenant. Et donc, la mise à jour s'impose pour tout le monde. L'autre dimension, c'est la dimension de civilisation. Le numérique, je parle surtout à mes cadets. Vous savez, le numérique, pour le comprendre, je vous remonte loin dans le temps. Vous connaissez les Cro-Magnons, Néandertal, Sapiens, Homo sapiens sapiens.
le numérique est en train de provoquer la transformation de l'humanité au niveau génétique pour faire émerger un nouvel être humain de la même façon. C'est ça ce qui est en train de se passer. Comme c'est des choses qui s'étalent sur des siècles, nous, si vous avez une fenêtre sur 3 décennies ou 5, vous pensez que rien ne se passe. Alors que le monde est en train d'être remué de fond en comble. Regardez dans vos maisons. Vous voyez des enfants qui sont au CEP, mais qui en savent plus que vous quand vous aviez leur âge. Et qui en savent autant que quand vous étiez à l'université, à leur âge. Vous voyez des bébés qui, quand vous mettez une tablette, touchent, parce que c'est tactile, ils l'ont déjà intégré. En anthropologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du 100e singe. Vous savez ce que ça signifie? On avait fait une expérience chez des singes en leur apprenant à manger des pommes de terre nettoyées. Quand on enlève le sable, c'était agréable à croquer. Et les singes se l'apprenaient mutuellement dans leur groupe. Et quand ils ont franchi la barre des 100 singes, ils sont allés dans une autre forêt et ont trouvé des singes qui lavent les pommes de terre et qui n'ont jamais été initiés à ça. Les êtres humains sont connectés à la plateforme de l'univers où on fait les mises à jour. La mise à jour se déclenche lorsqu'il y a un minimum chez les êtres humains dont le cerveau a été mis à jour. Tout le reste suit. En philosophie, il y a des études qui ont été faites, notamment par Hawkins, dans l'examen de la conscience, l'évolution de la conscience humaine. On dit qu'à chaque fois qu'il y a 2% de personnes qui évoluent en conscience, tout le monde évolue en conscience. 2%. C'est ça une autre version de la théorie du 100e singe. Je reviens pour vous expliquer l'enjeu en termes de civilisation numérique. Lorsque vous regardez le numérique sous l'angle de la civilisation, regardez, le numérique change vos manières de voir, d'écouter, de sentir, de toucher, de communiquer, d'entrer en relation, de vivre, de protéger vos droits, de travailler, de vous soigner, de commercer, de jouer, de vous former. Tout est chamboulé par le numérique. C'est ça une révolution qui a un impact sur la civilisation. Donc, quand ça bouge tout le temps, et à chaque fois ça bouge, ça vous perturbe partout. Si vous ne faites pas de mise à jour, vous êtes largué. On est à la page ou on n'est pas. Et quand on est à la page, quand on n'est pas à la page, qu'est-ce qui se passe? Quand on est à la page, on est souverain. Quand on n'est pas à la page, on se fait cybercoloniser. On devient un jouet. C'est ça votre défi aujourd'hui. Notre défi à nous tous. Vous avez appris dans l'histoire les conquêtes et les résistances, n'est-ce pas? Vous connaissez les résistants qui ont vaincu? Ils ont tous été vaincus. Et pourtant, c'était de braves hommes et femmes, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, on les respecte, on honore leur mémoire. Mais qu'est-ce que ça a valu? Rien. On les assassine, on les exile, on les neutralise. Rien ne se passe. C'est la même chose qu'on est en train de vivre dans notre époque. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui contre la protection des données?
Si un État qui gère 90% de nos données se réveille un beau matin en disant « Voilà, je ne vous les donne plus », vous n'y avez plus accès. Vous allez vous plaindre où? Devant quelle juridiction? Devant quelle instance? Rien. C'est fini, c'est fini. Quelqu'un vous donne aujourd'hui un PDF et dit « Voilà, maintenant je ne fais plus de PDF. J'ai assez d'argent, je ne fais plus de PDF. Débrouillez-vous. » Vous faites quoi? On devient extrêmement vulnérable. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'on se bat sur le continent pour la mise à jour. Le point d'achoppement aujourd'hui de la mise à jour, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on le connaît. La porte d'entrée de la mise à jour. L'inconvénient, c'est qu'il se développe à une vitesse exponentielle, extraordinaire. Et même la mise à jour devient un défi. Vous l'avez connu. C'est l'intelligence artificielle. C'est ça. L'intelligence artificielle, c'est une révolution dans la révolution. C'est là où on trouve tous les ingrédients de la 4e révolution. Mais moi, je pense que c'est de l'évolution tout court. Cette intelligence artificielle, vous allez la retrouver partout. Partout. Et ça impacte toutes les dimensions de la civilisation numérique. L'être humain augmenté, connecté, les objets intelligents et connectés, mais aussi la production intellectuelle, les plagiats aujourd'hui dans les universités, la formation. On peut être là. Moi, je vois dans ma tablette un logiciel que j'utilise depuis des années pour la prise de notes. La dernière version, quand vous êtes sur une page quelconque, n'importe laquelle, vous pouvez juste, il y a un onglet IA qui vous offre un menu. Vous pouvez dire, voilà, générer des notes, synthétiser, ajouter, transformer, etc. Et ça tombe. C'est pas moi. Mais si je l'adopte, c'est aussi pas moi. Est-ce qu'on est souverain ou est-ce qu'on est dépendant de ce qu'il me dit? C'est comme les gens qui lisent la presse en disant « Mais c'est vrai, c'est dans la presse. C'est vrai, c'est dans l'IA. C'est dans ChatGPT. » Il y a un souci là. L'humain est supérieur à tout ce qu'il crée. Il dit bien, l'humain est supérieur à tout ce qu'il crée. Si maintenant on ne comprend pas et on accepte que notre création est le lead sur notre vie, c'est qu'on n'a pas compris. Et c'est cette mise à jour qui va impacter le système éducatif, le système économique, nos fondements culturels, les systèmes d'information et de la communication, les médias, la cybersécurité, la cyberdéfense, la santé. Prenez n'importe quel secteur de la vie. C'est comme si aujourd'hui on vous disait, voilà, vous mettez là n'importe quel objet à développer. Qu'est-ce que vous mettez? Vos lunettes, elles sont numériques. Et dans ces lunettes numériques, vous mettez un filtre qui s'appelle IA et vous regardez l'objet dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Si on le comprend, on peut s'en sortir. Si on ne le comprend pas, ça fera mal. Ça fera mal. Ça a commencé. Dans quelques années, vous verrez des enseignants qui ne forment plus, mais déforment. Vous allez voir des étudiants, des élèves qui ne sont plus formés, mais déformés. Vous allez voir des gouvernants qui ne gouvernent plus, parce qu'ils ne savent même plus quoi faire. C'est l'aptitude même à gouverner. Et ça a commencé maintenant dans nos pays. L'aptitude à gouverner qui est mise en cause. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Moi, je vous suggère, en tant que laboratoire, de ne pas tomber dans le piège qui consiste à dire « j'attends ».
ou la solution de facilité qui consiste à passer tout son temps à critiquer. Critiquer les autres. Les gouvernements ne savent rien. Ils sont mauvais. Ça, c'est une fuite de responsabilité. On s'assume. Vous voyez, je vous ai parlé de Africa Juste, c'est un petit laboratoire. Mais nous, on est fiers de dire, on a fait les textes du Sénégal, du Mali, des deux Congos, du Gabon. On a fait les missions d'audit du Tchad, de la communauté de l'Afrique centrale. On a fait les textes de l'UMOA, de la CEDEAO, de l'OADA sur le numérique et de l'Union africaine. On l'a fait. Sans tambour ni trompette. C'est d'autres qui l'ont validé. Mais c'était un travail de recherche scientifique. Le master du cyberespace est là. Mais à la CNUSED, la formation des francophones dans le numérique, c'est nous qui l'avons assuré dans le cadre du programme Train for Trade. Ça s'est fait. C'est ça la mission scientifique engagée d'un enseignant-chercheur. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous avez le commentaire de la Convention de Malabo que vous pouvez initier. Vous avez le deuxième que j'avais dit tout à l'heure, la formation avec un programme de formation sur le droit du numérique basé sur la Convention de Malabo dans les 4 langues. Vous avez un colloque international que vous pouvez organiser sur la Convention de Malabo face aux défis de l'intelligence artificielle. Et vous le faites à l'échelle du continent, au moins que les 5 zones soient réunies. Et vous pouvez offrir, à la suite de ce colloque, une sorte de cahier des charges pour dire à l'Union africaine, à n'importe quel État qui veut légiférer, mettre à jour, voilà ce qu'il faut faire sur la base de vos conclusions. Et vous l'accompagnez. Nous, on a joué notre partition. Moi, je ne fais que, sur la base de ce que j'ai capitalisé, vous dire le chemin qui reste à parcourir. Aujourd'hui, je n'ai plus la force pour m'engager dans ces réformes. Quand je le faisais, j'étais en 2 avions presque tout le temps. J'ai fait quasiment toute l'Afrique en faisant avancer ce projet sur le numérique. Aujourd'hui, mon travail, le plus important, il n'est pas à l'université ni au barreau. Il est dans le coaching, l'accompagnement des dirigeants, l'accompagnement des chercheurs, des cadres, pour leur montrer que l'essentiel n'est pas là où ils pensent le chercher tout le temps. Vous avez tous les compétences juridiques. Vous savez comment raisonner en droit. Vous savez comment le faire. Ça, ce n'est plus un enjeu. C'est derrière vous, c'est intégré en vous. Le vrai défi, c'est d'avoir votre place dans cette société mondialisée, numérisée, et que ce soit une place utile, qui impacte et qui se respecte. Merci beaucoup, cher ami. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur. Je pense que on a eu une présentation très exhaustive sur la Convention de Malabo. On a compris toute l'historique qu'il y a derrière cette Convention de Malabo. Et je pense que ceux qui sont là, comme ceux qui sont connectés en ligne, sont maintenant, s'ils ne l'étaient pas encore, convaincus qu'il était essentiel que cette Convention de l'Union africaine sur la sécurité et la confiance dans le numérique, qui est devenue la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et les données à caractère personnel, est essentielle. Cette adoption était essentielle. Je pense que nous sommes également convaincus aujourd'hui que cette entrée en vigueur a son importance dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Mais je crois que nous sommes aussi tout à fait convaincus que
même si elle vient d'entrer en vigueur, il est nécessaire, il est impérieux que cette convention soit également actualisée. Et vous nous avez également convaincus que c'est ce qui est le plus normal, vu l'objet auquel s'applique cette convention de Malabo. Et vous nous avez donné des pistes très importantes en termes de manière de faire évoluer cette convention et en termes également de contenu de cette évolution-là et de direction que pourrait prendre cette évolution. Il nous faut laisser du temps pour les interactions, mais je voudrais, à la suite de ces paroles qui sont très sages et qui, je pense, peuvent, en étant captées par le LASPAD, ouvrir un champ de recherche extrêmement important et extrêmement utile pour le continent dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je voudrais mettre l'emphase sur trois choses qui ont déjà été évoquées, mais qui pour moi ont une importance assez particulière. La première chose, c'est quand on rappelle l'importance d'avoir adopté cette convention de l'Union africaine en termes d'enjeux de souveraineté qu'il y avait derrière, et en ayant rappelé également que lorsque cette convention est adoptée et qu'elle est en vigueur, le chemin ne s'arrête pas là. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'environnement, on a l'impression que, OK, c'est en vigueur, c'est très bien, on s'en félicite et ça s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle est en vigueur. Comment est-ce qu'on la met en œuvre? Comment est-ce qu'on l'applique? Qu'est-ce qui peut être fait pour appliquer cette convention? Il faut se féliciter de cette entrée en vigueur parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de la CNUSED, on se rend compte que 39% des États africains ne disposent pas encore de législation ni sur les transactions électroniques, ni sur les données à caractère personnel. Donc, ne serait-ce que pour ces États qui n'ont pas encore de législation aujourd'hui, l'entrée en vigueur de cette convention est une très bonne nouvelle. En matière de cybercriminalité, 28% au moins des États ne disposent pas aujourd'hui de législation en matière de cybercriminalité. Donc, cela veut dire que cette entrée en vigueur peut aider beaucoup de pays africains à mettre en place un cadre juridique qui permette de réglementer le droit du numérique à travers ces trois aspects-là: transactions électroniques, protection des données à caractère personnel, cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité. Donc ça, c'est un aspect qui me paraît important à rappeler. Et comment faire donc pour arriver à cette mise en œuvre? Comment faire pour accompagner la mise en œuvre? Le professeur Cissé en a parlé tout à l'heure. Il y a déjà une dimension très importante en termes de sensibilisation et d'appropriation du contenu de la Convention. Il est assez paradoxal de voir que cette convention existe. Elle a été adoptée depuis 2014. Elle est entrée en vigueur cette année. Il n'y a pas de page web consacrée à la convention. Pour communiquer sur la convention, pour informer sur la convention. Mais on aurait dû avoir, à l'échelle de l'Union africaine, une page exclusivement consacrée à la convention. Dès son adoption, on n'aurait même pas dû attendre que cette convention soit en vigueur pour le faire. Et à travers cette page, beaucoup de choses auraient pu être faites en termes de formation, de petites formations, juste dans toutes les langues africaines, pour aider à ce que cette convention soit connue des Africains et que son importance également soit connue des Africains. Donc ça, c'est une piste en termes de sensibilisation, d'appropriation. Mais en ayant également une exigence de l'inclusion de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, les gouvernants doivent être sensibilisés.
on doit renforcer leurs capacités pour qu'ils aient, parce que dans les États dans lesquels il n'y a pas de législation, il y a peut-être un problème de capacité à mettre en place ces législations. Donc, il y a un devoir de renforcement des capacités des dirigeants, de la presse, de la société civile, etc. Donc, de toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention. Donc, il faut la faire connaître, il faut renforcer les capacités, il faut mettre en place une plateforme ou un forum qui permet de faire dialoguer également toutes les expertises qui convergent vers cette convention. Donc ça me paraît être un élément extrêmement important en termes de mise en œuvre de la convention. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est celui de l'actualisation. On a parlé d'entrée en vigueur et on a parlé d'actualisation. Et en parlant d'actualisation, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est comment on va actualiser, comment on peut procéder pour actualiser cette convention. Le professeur Cissé a donné un certain nombre de pistes. Nous, en tant que chercheurs, nous avons la possibilité d'initier ces pistes-là. Je vais vous donner quelques éléments de statistiques. Le professeur Cissé parlait tout à l'heure de la vitesse d'expansion des technologies d'aujourd'hui. On est dans le temps réel. On regarde 5 technologies à travers leur vitesse d'expansion dans le temps. Le téléphone fixe. Peut-être que certains qui sont là et certains qui nous suivent à travers, à distance, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais vu de téléphone fixe ou qui n'ont jamais utilisé de téléphone fixe. Le téléphone fixe, lancé en 1878, a mis 75 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. 75 ans. Donc de 1878 jusqu'en 1953 pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Le téléphone portable, il est lancé en 1979. Il lui a fallu 16 ans pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. 1995 donc. Facebook, lancé en 2004, qui atteint les 100 millions d'utilisateurs en 4 ans et demi. Vous voyez, de 75 ans, on est passé à 4 ans et demi. WhatsApp, lancé en 2009, il lui a fallu 3 ans et demi pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT, lancé en 2022, il lui a fallu 60 jours pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez la vitesse d'expansion et d'adoption des technologies. Si vous mettez ça en parallèle avec la vitesse d'adoption et de mise en vigueur des textes qui sont destinés à encadrer l'usage de ces technologies, les phénomènes qui sont induits par l'usage de ces technologies, vous voyez le décalage qu'il peut y avoir. Il est donc important que lorsqu'on fait cette mise à jour, qu'on intègre le fait que la mise à jour des textes doit être permanente. Et pour qu'elle soit permanente, il faut non seulement qu'elle soit inscrite dans le texte lui-même, mais il faut poser le cadre institutionnel qui permet de faire cette mise à jour permanente. On aurait pu avoir un comité au sein de l'Union africaine en charge de la mise à jour permanente de ce texte. Et aujourd'hui, en utilisant ces outils du numérique, on a la capacité de faire collaborer tous les esprits, tous les experts africains qui ont la capacité de contribuer à cette mise à jour en temps réel de la Convention. Et ça permettrait d'éviter que l'on ait à chaque fois des conventions qui, lors de leur entrée en vigueur, sont déjà quasiment obsolètes. Donc, le deuxième point sur lequel j'ai voulu insister, c'est vraiment
ce point qui concerne la manière dont on devrait actualiser cette convention. Et puis le troisième point sur lequel j'aimerais également mettre un peu le focus, c'est quelles sont les directions, quelles sont les questions sur lesquelles il est nécessaire de faire évoluer cette convention. Le professeur Cissé l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est en train de bouleverser quasiment toutes les technologies qui existaient déjà et de créer également un nouveau champ technologique de révolution permanente, donc de disruption en permanence. Donc il est important que dans le cadre de cette actualisation, que l'on intègre l'intelligence artificielle. En réalité, on ne légifère pas sur une technologie, on légifère sur des phénomènes qui peuvent être induits par cette technologie. Mais donc, la réflexion sur cette technologie est nécessaire dans le cadre de cette actualisation de la Convention de l'Union africaine. Mais il y a aussi d'autres problématiques. Les trois thématiques qui étaient les thématiques principales de cette convention, l'économie à travers les transactions électroniques, les droits humains à travers la protection des données à caractère personnel, mais également la cybersécurité et la cybercriminalité qui intéressaient la protection des valeurs. Sur tous ces points, il y a des évolutions qui vont nécessiter une mise à jour. Si on prend l'économie, transactions électroniques, à l'époque où cette convention a été mise en place, on n'avait pas cette importance des plateformes, des méga-plateformes dans le domaine de l'économie. Donc, on parlait des fournisseurs d'accès à Internet, on parlait des fournisseurs de services de communication électronique, et on encadrait ces différents acteurs. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'économie numérique telle qu'elle fonctionne, vous avez des méga-plateformes dont dépendent des milliers et des milliers de professionnels pour atteindre leurs clients, pour atteindre leurs usagers, pour atteindre leurs utilisateurs. Si on ne met pas en place une régulation qui permet de contrôler ou de rendre possible l'accès à ces professionnels, à ces méga-plateformes, si on ne régule pas également la manière dont ces méga-plateformes vont traiter ces professionnels qui utilisent ces plateformes-là, on est en train de mettre une situation dans laquelle il y a un acteur, méga-plateforme, qui est en position ultra dominante et qui peut tout imposer à tous ses usagers, qu'ils soient professionnels ou consommateurs. Donc aujourd'hui, on va vers une zone de libre-échange continentale en Afrique, la ZLECAf. Donc on est en train de créer un marché en Afrique. Il nous faut donc, au-delà des questions qui sont traitées aujourd'hui dans la Convention telle qu'elle existe, que l'on intègre cette logique de marché des plateformes dans l'encadrement des transactions électroniques. Et c'est un élément qui est extrêmement important pour permettre de développer le marché africain du numérique. Il y a également des problématiques qui sont liées à la protection des valeurs, qui n'avaient peut-être pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui, ces phénomènes, comme le cyberterrorisme. Le cyberterrorisme, la cyberdéfense, la protection des infrastructures critiques, tout cela aujourd'hui a une importance accrue et doit être pris en charge, pris en compte dans l'évolution des dispositions qui concernent la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, on a une convention qui est en vigueur, on s'en félicite. Et il y a des choses à faire, il y a des mesures à prendre, il y a un accompagnement qui est nécessaire pour que cette convention en vigueur soit mise en œuvre, soit appliquée.
il y a aussi une manière d'accompagner l'actualisation de cette convention, mais pour cela, il faut que la manière de réformer soit également disruptée pour pouvoir accompagner les disruptions technologiques. On ne peut pas aujourd'hui réformer, actualiser des législations de la même manière qu'on le faisait il y a 2 siècles, quand on sait que les technologies qu'on cherche à encadrer ne mettent pas autant de temps qu'il y a 2 siècles pour arriver vers les gens. Et puis, en troisième lieu, il y a un certain nombre de problématiques clés qu'il faut prendre en charge dans le cadre de cette actualisation. Et je pense que le LASPAD constitue le lieu idéal pour avoir ces échanges, avoir ces discussions et faire évoluer cette convention qui est un peu le bébé de l'Université Gaston Berger. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme j'ai encore le micro, je voudrais juste ajouter quelques éléments, comme je parlais sans regarder mes notes, des éléments que j'avais mentionnés ici et qui pourraient également être versés à la mise à jour. Au sujet de la civilisation numérique, j'avais mentionné comme préoccupation la circulation des fausses informations, qu'on appelle les fake news aujourd'hui, en termes de protection des données et de la vie privée, circulation des fausses informations qui inclut la manipulation de l'information. La manipulation de l'information, vous voyez aujourd'hui dans notre univers, il n'y a pas de législation. En France, ils ont légiféré, je crois, en 2012 ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Ça pose de vrais problèmes dans la vie en général et dans le droit électoral en particulier. Vous voyez aujourd'hui le nombre de procès en diffamation qu'il y a dans le pays et les personnes qui sont dissuadées de porter plainte en disant ça mène à rien ou ça va amplifier la chose, c'est parce qu'il y a beaucoup d'abus. Et ces abus-là sont exacerbés par ChatGPT, entre autres applications d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle fonctionne sur le modèle de l'ego, notre ego. Ça signifie que tout ce qui a été mémorisé sert de base à la construction des savoirs. Donc, si la base est viciée, le résultat est vicié. Donc, vous voyez des journalistes aujourd'hui qui prennent quelques informations, lancent ChatGPT, ont un texte qu'ils remodèlent. Mais si le texte contient une fausse information, ils ne vont pas venir avouer. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça, parce que c'est l'intelligence artificielle qui répond. Donc ça, c'est une question très importante. L'autre que j'avais soulevé, c'est en lien avec ça, c'est la construction des savoirs. Mais ça, c'est pour les universités. Aujourd'hui, comment se produit le savoir? Un enseignant qui produit son cours avec l'intelligence artificielle, produit un article scientifique avec l'intelligence artificielle ou une thèse avec l'intelligence artificielle, quelle est la valeur de ça? L'intelligence artificielle, c'est un serviteur et pas un maître. C'est comme l'argent. Bon serviteur, mauvais maître. Mais pour qu'il soit ou pour qu'elle soit votre serviteur, il faut que vous soyez déjà souverain, maître de vous-même. Vous voyez, nous tous, nous utilisons parfois les Siri ou autres là, je ne connais pas son équivalent dans les PC. Ce n'est pas parce que vous pouvez lancer un appel par la voix que Siri va envoyer des messages à votre place. Vous maîtrisez au moins, vous dites c'est moi qui appelle. S'il vous entend de façon malencontreuse et lance un appel, vous arrêtez.
Vous n'allez pas dire à la personne, oui, je ne vous ai pas dérangé, hein, c'est l'appareil qui s'est déclenché tout seul. Vous devez être maître du fonctionnement. Troisième élément que je voulais rappeler sur cette liste, c'est la question de l'attention. L'économie numérique est une économie de l'attention. On n'est pas habitué à utiliser ces concepts-là en faisant du droit ou de la science politique, etc. L'attention. Celui qui gère votre attention vous gère. Celui qui gère votre attention vous fait acheter n'importe quoi. Celui qui gère votre attention gère la richesse. Les Facebook, WhatsApp, Insta, etc., tout ce que vous voyez, c'est juste l'attention que l'on gère. Vous ouvrez votre ordinateur pour faire une recherche sur une question donnée et vous atterrissez très loin en train de faire une recherche sur autre chose. Ça signifie qu'on a capturé votre attention. Donc, l'attention, dans les sciences subtiles et notamment énergétiques, on dit que l'énergie suit l'attention. Vous voyez bien, l'énergie humaine suit son attention. À chaque fois que vous regardez quelque chose, cette chose se transforme du fait de votre attention. Donc, quelqu'un qui met l'attention sur vous, vous transforme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit être maître de son attention. L'attention que l'on porte sur les choses et l'attention qu'on porte sur nous. Ça nous transforme. Quatrième élément que j'avais mentionné, c'était l'exercice de la démocratie. On a beaucoup de revers depuis le printemps arabe et même lors des débordements qu'il y a eu au Sénégal. On confond l'utilisation abusive du numérique avec le bon exercice éthique de la démocratie. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que, par exemple, j'ai insulté quelqu'un et qu'il y a 1 million de personnes qui approuvent mon injure que j'ai de la légitimité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très subtil, mais aujourd'hui, on confond le tout. L'exercice de la démocratie, l'exercice éthique, légitime, est mis à rude épreuve par le développement fulgurant du numérique et de l'intelligence artificielle. Et s'il n'y a pas de législation sur la manipulation de l'information, s'il n'y a pas une législation à jour sur la protection des données à caractère personnel, s'il n'y a pas des institutions fortes, ce sont les vraies menaces, pas seulement à la démocratie, mais à nos vies et à nos intégrités morales et physiques. Cinquième élément qui était sur ma liste, c'était, et avant ce cinquième élément, j'avais dans l'exercice de la démocratie, le vivre ensemble et avec les autres. Le numérique crée des communautés, des réseaux. C'est des cloisons. Et ces cloisons empêchent le vivre ensemble et avec les autres. Ce n'est pas redondant. L'UNESCO insiste sur les deux expressions. On peut vivre ensemble à l'exclusion des autres. On ne sait pas vivre ensemble et avec les autres. Vivre ensemble, ça signifie vivre ensemble avec ceux et celles qui nous ressemblent et qui partagent nos points de vue. Les autres, c'est ceux qui ne nous ressemblent pas et ne partagent pas nos points de vue. Est-ce qu'on est prêt à vivre ensemble et avec les autres? Et aujourd'hui, le numérique nous joue des tours. Les gens sont dans le réseau, ils se permettent tout dans le réseau et ils pensent que la société est à l'échelle de leur réseau. Et dès qu'ils sortent, ils ne comprennent pas. Tu dis, mais ce n'est pas normal. Personne ne m'a dit que ce que je fais n'était pas approprié. Et pourtant, oui, il l'est.
parce que le monde devient de plus en plus virtuel. Vous allez au cinéma avec vos lunettes en 3D, rien n'a changé dans la salle, n'est-ce pas? Rien n'a changé dans l'écran. C'est votre perception qui a changé. En vivant de plus en plus dans le virtuel, ça renforce l'hypnose mentale des personnes. Nous, déjà, nous sommes tous sous hypnose, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on n'est pas maître de notre attention. On capte tout et n'importe quoi. Avec l'intelligence artificielle, ça se renforce. Et donc, c'est ça ce qui nous pousse à prendre comme réel les résultats de ChatGPT ou de son équivalent. Parce qu'on croit que c'est réel. Ce n'est pas réel. C'est juste une plateforme qui tourne sur la base de données capitalisées, comme le ferait n'importe quel être humain sur la base de son mental ego. Donc ça nécessite beaucoup de vigilance. Le dernier point, le cinquième, c'était la question des paiements. Les paiements électroniques et les monnaies électroniques. Vous voyez aujourd'hui le développement fulgurant des transferts d'argent. Il y a quelques années, je vous raconte cette anecdote. J'étais à Paris devant la bouche d'un métro et avant d'entrer, j'étais au téléphone. Je suis resté longtemps avec la famille, presque 25 minutes, 30 minutes. Et je voyais un groupe de 3 Sénégalais, toujours devant la bouche de métro, en costume cravate. Et qui restaient là sans prendre le métro et sans sortir. Et quand j'ai fini pour prendre le métro, l'un d'entre eux m'a appelé en me disant « Nous, on est en mission. On veut acheter un ticket de métro. On ne peut payer que par carte dans un distributeur. Il n'y a personne, il n'y a pas de monde, un guichet virtuel. Et on n'a que du cash. Ils ne peuvent aller nulle part et ils sont là. Peut-être à la recherche de quelqu'un qui leur ressemble par la couleur de la peau et qui peut. Et donc, je les ai écoutés, je leur ai dit, mais vous savez que ces monnaies-là vont disparaître. Déjà ici, ça a commencé, vous le subissez. Trouvez, quand vous vous déplacez, des cartes à puce, parce que même nos cartes à piste ne fonctionnent pas. Et ce jour-là, j'avais un paquet de tickets. Je leur ai donné pour leur transport. Je vous le raconte, vous voyez, quelqu'un peut avoir de l'argent, être en mission et être exclu carrément de la société. Aujourd'hui, vous voyez, qui de nous a une pièce? Les gens sont là. Si vous avez même 2 pièces, vous les mettez sur Orange Money ou Wave ou je ne sais pas qui, et vous partez. Et ça s'accélère très vite. Ça s'accélère très vite. Demain, ça a commencé la réflexion, mais c'est la monnaie nationale. Le franc CFA ou l'éco, peu importe, mais la monnaie de souveraineté qui va être une monnaie numérique. Le débat accélère en Europe, dans certains pays. En Centrafrique, ils ont même voulu avec les crypto-monnaies. Mais dans quelques années, ces monnaies-là vont disparaître. Vous voyez aujourd'hui, je voyais certaines découvertes là, avec les gens qui disent maintenant on va avoir des appareils sans écran et que les écrans, on les voit sur les surfaces. Mais on ne vous dit pas tout ce que cela gâche dans le corps humain. Et ça, c'est dans les mises à jour, dans les visions des communautés que l'on peut réformer le numérique. Le mercantilisme est si puissant que personne ne veut s'aventurer à vous dire ce qui ne va pas. On paie des chercheurs, des experts de toute discipline pour relativiser. Je dis bien relativiser. Si par exemple vous dites le fait d'avoir votre téléphone là où vous l'avez posé, ce n'est pas bon pour la santé. C'est ça la réalité, ça c'est pas bon ce que vous faites. Vous voyez, c'est des ondes qui pénètrent.
Et quand on le sait, ça peut faire baisser les ventes. Donc on va payer un expert de renom qui va faire un article ou une interview pour dire oui, c'est possible, mais on n'en a pas encore les preuves. La recherche continue. Ça a relativisé la chose. Mais je vous le dis, ça perturbe l'électricité du corps. Les portables au niveau de la ceinture créent de l'infertilité. Les portables au niveau du cœur déstabilisent le rythme cardiaque. Mais on ne le dit pas, tout le monde fait. Vous mettez dans la poche de votre veste, vous continuez, etc. Les écouteurs Bluetooth perturbent le fonctionnement des neurotransmetteurs. Personne ne veut le dire parce qu'on dira toujours, mais tel expert a dit ceci. C'est pas vrai. Le corps humain, c'est de l'électricité. On fonctionne à 100 volts, tous les êtres humains. 100 volts. Donc, quand ça dépasse les bornes, ça nous perturbe. Il y a des tests que vous pouvez voir sur Internet. Si vous avez votre smartphone et que vous le branchez en le tenant, la jauge de l'appareil qui jauge, ça monte à 95. Quand vous l'enlevez, ça tombe à 1. Parce que ça perturbe l'énergie même qui circule dans votre corps. On le sait, mais ça ne gêne personne. Parce qu'on vit dedans. On est dans l'Internet. Donc il faut juste que ces questions de civilisation ne soient pas décorrélées des questions technologiques. Que les questions éthiques ne soient pas décorrélées des questions technologiques. Celui qui crée une technologie, il ne s'occupe pas d'autre chose. Mais Einstein, que tout le monde connaît et respecte, il disait toujours que dans toute aventure humaine, la première préoccupation doit être la place de l'homme. Dans toute aventure humaine. Ceux qui sont à l'ASPAT, vous êtes à Gaston Berger, c'est pourquoi je parle de ça. Gaston Berger, c'était le chef de file de l'école prospective française. Ses écrits sont à actualiser. Je vous renvoie à un de ses textes majeurs qu'il appelle, et visionnaire, qu'il appelle l'attitude prospective. Il dit que ce n'est pas une philosophie, c'est une attitude au quotidien. Ce que disait tout à l'heure Boubacar, en disant « ça va tellement vite que si vous n'avez pas cette attitude prospective, vous passez à côté ». C'était 5 éléments dans l'attitude prospective. Il dit qu'il faut apprendre à voir loin, large et profond. Oui, voir loin, large et profond. Prendre des risques et penser à l'homme. C'est ça. Voir loin, large, profond, prendre des risques et penser à l'homme. Tout est là dans ce programme. C'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Donc, j'ai été ravi de partager cette matinée avec vous. Je voudrais juste saluer, remercier Madame le professeur Mpendaba et tous les collègues de Saint-Louis, professeur Mbissane, le doyen Pape Samba Ndiaye, et tous les amis, je ne peux pas citer tout le monde, que je compte dans votre laboratoire, en vous souhaitant toutes les belles choses du monde et espérer aussi vous retrouver prochainement pour des débats aussi passionnants. Merci beaucoup.